Michel Guy, nos invités nous ont rejoints, Daniel Barenboim, Philippe Andrieux, et je pense que toi et le Tarp va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Alors le Festival d'automne, c'est votre création il y a déjà quelques années, c'est l'un des grands moments de la vie culturelle parisienne aussi. On peut un peu se demander pourquoi un Festival d'automne à Paris. Vous savez, il faut se reporter 15 ans en arrière. Un certain nombre de gens, et notamment le président Pompidou, François je l'ai rappelé tout à l'heure, s'interrogeaient sur un phénomène évident pour le monde entier, c'est que la vie parisienne, la vie à Paris, devenait un peu terne. La création qui avait été très brillante dans cette époque absolument rare, il est vrai, qui va de 1860 à 1930 à peu près, était tout d'un coup devenue assez médiocre. Les grandes institutions d'abord, l'opéra, les orchestres, il n'y avait pas grand-chose à Paris. J'ajouterais que sur le plan de la création, ça devenait également très grave, New York ayant pris pendant la guerre et après la guerre une place considérable et Londres en prenant une autre. Si bien que nous nous interrogions sur cette affaire. Et le président Pompidou a pris un certain nombre de dispositions, dont naturellement le centre qui porte son nom, premier chef, et puis également la nomination de Liebermann à l'opéra, la création d'un orchestre de Paris beaucoup plus vigoureux que Daniel Barenboim dirige maintenant, et puis, et c'est plus léger naturellement, la création du Festival d'automne qu'il a bien voulu me donner. Pourquoi? Pour essayer d'ouvrir les fenêtres, pour essayer de faire venir un certain nombre de créateurs ici, et puis d'aider les créateurs français aussi à pouvoir s'exprimer et à donner un coup de projecteur sur ce qu'ils faisaient. Alors au bout de 8 ans, on peut déjà dresser un bilan? C'est difficile d'en dresser un, vous savez, ce sont des choses qui se voient à beaucoup plus long terme que cela. En plus, ça sera un peu prétentieux de ma part de dire que l'affaire est réussie. Je crois que nous avons effectivement contribué à ouvrir des portes et que nous avons contribué à aider un certain nombre de créateurs, ce que j'ai fait d'ailleurs également quand j'étais au gouvernement, comme vous l'imaginez. Alors à quel public vous adressez-vous? Au public traditionnel, élitiste des festivals ou un public grand public? En fait, il y a deux publics. Il y a un public qui est un public de professionnels et de paraprofessionnels pour des choses qui sont des choses de création, dont le vocabulaire est un peu complexe et qui est un public, disons, assez restreint. Et puis, il y a un deuxième public qui s'intéresse, qui est un peu curieux, un peu ce que j'étais moi jadis, et qui est un public de plus en plus nombreux, Dieu merci. Et puis, un certain nombre de spectacles aussi, au bout de quelques années, deviennent des spectacles populaires, qui étaient des spectacles d'avant-garde il y a 10 ou 15 ans. Je pense à Merce Cunningham, par exemple, qui a eu 200 ou 300 spectateurs tout à fait contestataires en 1963 ou 4 et qui triomphaient l'année dernière au Centre Pompidou et au Théâtre de la Ville, où on a refusé 10 ou 15 000 personnes. Stravinsky est devenu populaire? Stravinsky disait de lui-même que si on voulait lui porter un paquet, tout le monde saurait où il fallait lui porter le paquet, mais que si on devait citer plus de 3 de ses œuvres, tout le monde, à peu près tout le monde en serait incapable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité faire ce festival. Oui, parce que le festival à 60%, disons, va tourner autour de Stravinsky. Absolument, à peu près 60% autour de Stravinsky. J'aurais souhaité ce soit une part un peu moins grande, mais les budgets qui m'ont été donnés par mes successeurs n'ont pas vraiment permis de faire mieux. Cela dit, pourquoi Stravinsky? Et ça, on peut s'interroger là-dessus, n'est-ce pas? C'est pas vraiment l'avant-garde. Mais malgré tout, on s'aperçoit que sur 103 œuvres écrites par Stravinsky, il y en a à peu près 10, disons, qui sont jouées régulièrement. Et nous en jouons cette année, nous allons en jouer cette année 70. Daniel Barenboim a lu hier soir a donné des œuvres qui sont pratiquement jamais jouées. Abraham Isaac a dû être joué une fois à Paris, ou à peu près, et la symphonie de Psaume, il y a sûrement assez longtemps. Oui, mais Stravinsky, ça reste, France Roche, pour beaucoup de gens, l'homme du scandale du mois de mai 1913, des ballets russes. Et d'ailleurs, les hasards dans la programmation des films ont amené un film qui s'appelle Nijinsky, dans lequel on voit le fameux scandale du Sacre du Printemps, où un public hurlant ne savait pas ce qu'il détestait le plus, ou de la musique, ou de la chorégraphie.
que le public continue d'avoir des réactions semblables? Ça arrive, vous savez, moi j'ai des souvenirs pour revenir à Maskenham aux Champs-Élysées en 64 ou 5, la salle, les gens hurlaient, claquaient les partaient en claquant les portes et en hurlant. C'était pas tout à fait le même type de scandale, mais ça arrive encore. Et puis à l'opéra, les aficionados du chant poussent parfois des hurlements un peu d'ailleurs absurdes, mais enfin ça arrive encore. Tout à On fait. réagit plus pour la musique, pour la danse Vous savez, il y a quelques Daniel mois, Barenboim. nous avons joué un concert tout à fait normal, sans création, sans tout à fait du répertoire. Et avant de commencer la deuxième partie, la symphonie, il y a eu un groupe, à peu près de 10 à 12 personnes qui sont montées sur scène au théâtre des Champs-Élysées et qui ont commencé à hurler. On ne comprenait rien. Et c'était tous des jeunes, et une des filles m'a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est une démonstration pacifique. » Et c'est une démonstration qui n'avait rien à faire avec la musique. Ah bon, il ne protestait pas parce Rien du qu'il tout. n'était pas d'accord avec votre interprétation, par exemple? C'était avant. Avant, donc... Et pour la danse, toi, la tarpe, il y a parfois des moments difficiles Nous avons eu des instances des gens qui font des bêtises, mais ça m'est égal. Ça vous gêne quand même pour danser ou... Oui, mais je pense que c'est une bonne chose quand les gens ont des passions, n'est-ce pas? Si c'est contre, c'est une chose de moins, n'est-ce pas? Mais il fut quand même un temps où la danse moderne, telle qu'elle est conçue en Amérique, était considérée en Europe comme quelque chose d'absolument impensable, alors que maintenant il existe des critiques spécialisées dans la moderne danse. Vous avez dû quand même avoir un chemin difficile entre les sifflets et les applaudissements. Je n'ai compris pas. There was some bad time Oh oui, between the... oui. Mais chacun qui veut faire quelque chose qui est peut-être seulement un petit peu différent, même dans les vêtements, il y a des gens qui rient, c'est ça, qui rient. Qui rit. Oui. Ça. Oui, il y a un prix pour payer pour chaque chose. Oui. Et quand on l'a payé ce prix, est-ce qu'on l'oublie facilement ou est-ce qu'on en Non, souffre longtemps? jamais. Jamais on oublie. C'est ça. Il faut que je dis que Mr. Guy a été un des premiers patrons de notre compagnie et il y avait une fois quand il n'avait rien de personne qui veut voir ce que nous faisons et qu'il y avait quelqu'un, c'était très important. Maintenant, il y a beaucoup. Et c'est toujours l'homme que l'on rappelle. Oui. Attendez, je voudrais poser une question à Daniel Barenboim. Est-ce que vous avez déjà vu Stravinsky diriger lui-même un orchestre? Est-ce que vous avez eu le plaisir de... Oui, oui, quand il était au cours de son dernier séjour à Londres. Et il est venu, c'était dans les années 60. Il est venu faire un concert. C'était le dernier concert, je crois, qu'il a dirigé à Londres. C'est la seule fois. Hier soir, vous dirigez la Symphonie des Psaumes Oui. de Stravinsky. Oui. Je vous propose de retrouver cette même Symphonie des Psaumes avec, non pas l'Orchestre de Paris, mais un orchestre canadien, de la CBC canadienne. Et au pupitre, vous allez retrouver Igor Stravinsky qui dirige lui-même donc ce premier mouvement de la Symphonie des Psaumes. Je vous propose de le regarder bien. Are we ready? Not yet. Maestro, shall we do it? Yeah. Movement by movement. Oh. I guess that meant yes. What do you say? Oh. Oh. Stand by, please, everyone. Stravinsky, Symphony of Psalms, first movement, take one.
ask accents here. Accents for tanto piano, and you play piano. Once more, 24. Give me sforzando piano, each time as it is written. That's good. No. Accent. Yes. Accent. Daniel Barenboim. Il faudrait que vous réagissiez sur cette direction par rapport à la vôtre. Ce serait amusant pour les téléspectateurs, je pense. Vous savez, la chose la plus importante, je trouve, dans Stravinsky, dans sa composition, et d'ailleurs ça se voit quand il dirige, c'est la rigueur, la précision qu'il demande de tous les exécutants. C'est finalement la notation musicale n'est pas aussi évidente et indiscutable qu'elle peut le paraître. Mais Stravinsky a essayé peut-être plus que beaucoup d'autres compositeurs à trouver un langage, une notation absolument évidente. Et il demande de l'exécutant, parce que je ne crois pas qu'il admettrait même le mot interprète, parce qu'il détestait ça, il demande de chaque exécutant une rigueur et une acceptation et exécution absolument littérale et précise de ce qui est écrit. Mais vous-même, pour diriger la symphonie des psaumes, vous suivez absolument les instructions de Stravinsky, par exemple, oui. ou vous interprétez? Oui, non. Il dit tout à l'heure, comme c'est écrit, n'est-ce pas? Et il se méfiait beaucoup des chefs d'orchestre, Oui. puisqu'il a lui-même, dans les 20 ou 30 dernières années de sa vie, pratiquement enregistré la totalité de son œuvre, en commençant d'ailleurs à l'enregistrer même sur des bandes jadis, mais puis en disque, et nous avons maintenant les disques. Les chefs d'orchestre ont les disques dans lesquels ils savent ce que Stravinsky voulait précisément. Stravinsky n'aimait pas beaucoup les chefs d'orchestre. Il disait, il aimait deux chefs d'orchestre, il disait que deux chefs d'orchestre avaient fait bouger la direction d'orchestre, c'était Boulez et Maderna, parce qu'ils étaient eux-mêmes compositeurs, n'est-ce pas? Il avait une autre phrase, non? C'est Schoenberg. Ah non, ça c'est la phrase que je vous disais tout à l'heure de Schoenberg. Ma musique n'est pas moderne, elle est mal jouée. Daniel Barenboim. D'accord, non? Je suis très d'accord, parce que je ne trouve pas que la direction d'orchestre doit être, si vous voulez, un métier exclusif à plein temps. Et je comprends très bien le souci de Boulez et de vouloir avoir le temps pour s'occuper d'autre chose. Et c'est uniquement un phénomène, si vous voulez, qui est contemporain au début de la période créative de Stravinsky. Avant ça, les chefs d'orchestre étaient toujours et des compositeurs et des exécutants, un instrument ou un autre. Strauss, Mahler, Rachmaninoff, Wagner. Michel Guy. Daniel Barenboim est là, toi la harpe aussi, Philippe Adrien. Alors il y a de grands moments dans ce festival d'automne. Rapidement, on ne va pas tout passer en revue parce que ça me paraît difficile. long. Non, mais pour parler de la danse, il y a la semaine prochaine toi et la harpe et sa compagnie au Théâtre des Champs-Élysées. Et il serait, j'imagine, intéressant qu'elle nous parle de ce qu'elle va donner aux Champs-Élysées la semaine prochaine. Des pièces. Il y a des quatre, un qui est une première, c'est avec de la musique de Bach, c'est la troisième suite. Il y a des musiciens vivent, c'est comme on dit, oui. Musicien en direct. Oui, pour ceci. Et après, le deuxième ballet s'appelle les 8 Jelly Rolls et c'est de la musique de l'américaine jazz musicien Jelly Roll Morton. Là, je pense, là, je vous interromps tout de suite, je pense qu'on va pouvoir montrer un extrait de ce ballet justement, François Roche. Oui, nous l'avons. C'est Alors, tout à fait la danse moderne refaisant et revoyant le jazz. Bien, donc sur une musique de Jelly Roll Morton, c'est ça, avec les ballets de Toi et la harpe.
la danse sera très éclectique dans le festival d'automne, puisqu'on a eu Balanchine, on va avoir Tulatar, puis après on aura aussi Andy de Groot. Andy de Groot, absolument, qui est tout à fait une nouvelle génération de la danse américaine. Et aussi l'opéra avec un hommage à Stravinsky avec l'Oiseau de Feu, le Sacre, et une nouvelle chorégraphie d'un chorégraphe américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Douglas Dunn pour Pulcinella. Dites, dans tous les noms que vous avez cités, je trouve peu de Français finalement. Alors est-ce que la création en matière de danse en France est inexistante Pas du tout. Nous avons des chorégraphes nous avons eu de très grands chorégraphes comme Maurice Béja et Roland Petit, et de jeunes aussi. Cela dit, le propre festival d'automne est d'ouvrir les fenêtres aussi, de faire venir un certain nombre de montrer des démarches étrangères qui nous paraissent importantes. Et quand nous montrions Twilight Art en 1971, dans la différence générale, il faut bien le dire, nous savions que nous la montrerions à nouveau aujourd'hui, ayant triomphé à New York, n'est-ce pas? C'est au fond ça le travail du festival d'automne. Et puis en matière de théâtre, Philippe Adrien, qui est ici avec nous, pourra vous dire que le festival d'automne a montré et a mis des projecteurs importants sur un nombre considérable de jeunes metteurs en scène français depuis que nous existons, depuis 10 ans. Justement. Oui, de toute façon, je trouve que c'est très important que des metteurs en scène étrangers viennent à Paris et que nous puissions connaître leur travail. Bon, ça a été le cas, bien sûr, ça a été très important pour nous, la parution dans le cadre du festival d'automne de metteurs en scène comme Ronconi, comme Peter Stein, comme Bob Wilson, et je pense assez récemment à la création à Paris de La Classe morte de Tadeusz Kantor, qui était un spectacle à quoi nous ne pouvions pas échapper. Mais aussi, c'est certain, il y a quelques créateurs, quelques metteurs en scène français qui ont été invités à participer au Festival d'automne. Ça a été mon cas il y a quelques années déjà avec un spectacle SAD. Et cette année, je suis invité à apparaître donc dans le programme du festival avec un spectacle Kafka qui s'appelle Une visite, qui est adapté de l'Amérique. C'est plus un théâtre de recherche qu'un théâtre grand public? Oui, vous savez, c'est cette distinction-là, je m'en méfie. J'aime bien la formule de Vitesse qui dit le théâtre est un art élitaire pour tous. Par exemple, ce spectacle Kafka, on va le jouer pour une centaine de personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais dans votre mise en scène, vous avez prévu que les spectateurs, c'est pas une nouveauté absolue puisque Ariane Nouchkine l'avait déjà fait, que les spectateurs vont se promener à la suite des acteurs dans le décor. C'est ça. Il ne vous est jamais arrivé qu'un spectateur ou des spectateurs se mettent à perturber le décor ou le jeu en s'asseyant dans les éléments qui vont jouer, en remuant vos boîtes ou vos coussins? Écoutez, ce qui n'est pas nouveau, en effet, c'est l'idée de parcours. Ce qui peut-être est un peu plus nouveau en ce qui concerne la chose qu'on essaie de faire au Théâtre de la Tempête, c'est que ce parcours est à peine fléché. Enfin, les gens ont la possibilité de se situer un peu comme ils veulent. Il y a une sorte de friction tout à fait particulière, tout à coup, entre le spectacle et entre les acteurs et les spectateurs. Et c'est cette liberté-là qui me paraît être une chose un peu neuve, qui fait que les spectateurs vont se situer dans l'espace de jeu un tout petit peu à toutes les places possibles qu'une caméra pourrait occuper pour filmer ce spectacle. Il y a aussi un autre aspect, c'est que, ils sont invités à visiter, tout en assistant à une fable, qui est la fable qui est contenue dans le 7e chapitre de l'Amérique de Kafka, les spectateurs sont invités à entrer dans un théâtre. Ce qui m'a semblé intéressant dans cette fable, c'est que précisément, elle nous faisait pénétrer, disons, au fond du théâtre. Qu'est-ce que c'est le théâtre? Qu'est-ce qu'on y fabrique quand on y est comme acteur, quand on y est comme spectateur? C'est un tout petit peu comme si les gens, tout en assistant à cette fable, étaient invités à entrer entre la scène et les coulisses, accomplir une sorte de parcours où ils sont dans une sorte d'état qui devrait être inconfortable et qui se trouvera, je crois, agréable, de se trouver tout à coup entre la scène et les coulisses au lieu d'être dans une salle. En principe, le lieu que ces spectateurs vont visiter est strictement interdit. On n'entre pas dans les coulisses du théâtre. Eh bien, cette fois, on va y entrer et même peut-être les gens vont tous être entre ce qu'on appelle les pendrillons, c'est-à-dire cet endroit où le metteur en scène ou ses assistants, etc., se trouvent pendant la représentation, souvent pour voir ce qui se passe sur la scène et pour aussi recueillir les impressions des spectateurs, comme ça avoir une idée de comment les choses se passent. Alors imaginons que tous les spectateurs soient entre
entre la scène et les coulisses, comme ça, en train d'assister. Ce serait possible, Daniel Barenboim, de faire ça pour la musique, pour les spectateurs avec les musiciens à côté d'eux? Oui, enfin, il y a un phénomène acoustique pour la musique qui est peut-être un peu gênant, qui n'existe pas pour le théâtre quand même. Surtout avec un orchestre, il faut une certaine distance et puis un angle pour avoir l'effet total. Mais je crois que les spectateurs de musique viennent écouter la musique religieusement en fermant les yeux, alors que les spectateurs de théâtre viennent souvent beaucoup plus participer à la représentation. Oui, mais un certain nombre de musiciens ont écrit dans les dernières années des œuvres qui sont justement des œuvres où le public est mêlé, en quelque sorte, aux musiciens. Je pense à Stockhausen dans des œuvres comme Carré, Boulez même dans Explosante Fixe, avec des systèmes, disons, complexes de relais acoustiques, et d'autres musiciens encore, Éloi. Il y a des cas, au contraire. Mais ça vous tente d'aller assister à une pièce de théâtre comme ça, en pénétrant sur scène? Oui. Vous aimeriez ça? Oui, beaucoup. Oui? Beaucoup. Mais quand on pénètre dans un lieu interdit, est-ce qu'on n'a pas tendance à y faire des choses interdites? Non, je crois que c'est difficile d'y penser. On m'a demandé, puisqu'il y a beaucoup d'objets sur le plateau, comme ça, et certaines personnes du théâtre m'ont demandé, mais est-ce que tu ne crains pas que des objets disparaissent? Bon, ça peut se produire, bien sûr. Oui, mais en réalité, je ne crois pas, parce que c'est tellement surprenant de se trouver là. Enfin, c'est tellement surprenant d'être invité là. Non, je pense pas. C'est un théâtre que vous avez mis au point en province. Je crois que vous avez beaucoup travaillé en province. Est-ce que la décentralisation en matière de théâtre est aussi vivante que la décentralisation en matière de musique? Actuellement, la France est depuis quelques années devenue un pays d'amoureux de la musique. Oui. Nous avons tendance à ressentir actuellement la décentralisation comme un tant soit peu menacée. Enfin, menacée par une sorte de renaissance ou de seconde jeunesse d'un libéralisme comme ça, économique. Bon. Et moi, je suis très attaché à la décentralisation, dans laquelle j'ai travaillé pas mal. J'ai eu une pièce montée par Antoine Bourseiller il y a une dizaine d'années au Centre dramatique du Sud-Est. Je suis maintenant collaborateur permanent du Centre dramatique de Reims, où je suis metteur en scène associé. J'étais invité par Miquel il y a 1 an. Et je dois dire que quand on voit ce qui s'y fait, quand on participe à une expérience comme celle-là, je prends l'exemple de Reims, où en 2 ans ont été créés une dizaine de spectacles dans 3 pièces d'auteurs contemporains, environ 50 000 spectateurs, etc., ça me paraîtrait tout à fait catastrophique, enfin, que si peu que ce soit, cette œuvre-là soit entamée. Mais il vous faut quand même autre chose, il faut venir jouer quand même au Festival d'automne. Mais je crois que oui. Pourquoi? Parce que c'est là où on prend vraiment une réputation. J'allais dire parce que la France est un pays très centralisé. Mais ça le reste. Parce qu'aussi Paris est un centre international extrêmement important, parce que le Festival d'automne existe. Et en effet, de se trouver confronté de la manière la plus pacifique, puisque ce festival n'est pas un concours, avec des grands créateurs étrangers, c'est très important, c'est très nourrissant. Michel Guy, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire sur la décentralisation? Je ne peux pas ne pas être d'accord. Moi, j'ai personnellement beaucoup œuvré pour la décentralisation, et notamment la décentralisation dramatique, dont j'ai doublé le budget en 3 ans. Et c'est donc à dire à quel point j'y crois. J'ajouterais d'ailleurs que je crois qu'une part importante de ce qui se fait de plus intéressant au niveau théâtral à l'heure actuelle en France se fait en province et dans la région parisienne, à la couronne, beaucoup plus qu'à Paris même. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de créateurs ont trouvé justement là, grâce à ces centres dramatiques notamment, ou à des municipalités de la banlieue qui ont été plus généreuses, des moyens pour travailler. Et qu'il se trouve qu'il y a à l'heure actuelle une génération d'hommes de théâtre qui me paraît tout à fait intéressante en France. Et aussi peut-être parce d'ailleurs que le d'hommes de public est cinéma différent. aussi. Oui, il y a un public certainement beaucoup plus large aujourd'hui, heureusement, et un peu plus, disons, un peu plus difficile, je crois. Et c'est dans cela aussi que le Festival d'automne a une mission qui est d'essayer d'élever le niveau, de montrer, en montrant ce qu'il y a de mieux dans le monde, vous créez en quelque sorte une certaine difficulté pour les médiocres à continuer. Mais Michel Guy, vous allez créer maintenant, et c'est une information nouvelle, une certaine Villa Médicis, sans Villa et sans Médicis. Une sorte de Villa Médicis. Oui, c'est Jean-François Poncet qui m'a demandé de bien vouloir m'occuper d'une sorte de Villa Médicis sans bâtiment, c'est-à-dire d'envoyer une vingtaine d'artistes confirmés déjà, c'est-à-dire pas des étudiants, des gens ayant déjà travaillé sur la totalité du continent américain, où nous allons essayer de sélectionner un certain nombre d'architectes, d'hommes de théâtre, de chorégraphes, de musiciens et naturellement de cinéastes et de spécialistes de l'audiovisuel, puisque c'est un des sujets qui est, semble-t-il, le mieux traité aux États-Unis. Et voilà ce que je suis chargé de faire, que je vais essayer de... La vérité vient d'outre-Atlantique maintenant. Non, pas du tout. Simplement, il y a un certain nombre de disciplines qui sont mieux traitées, et surtout un certain nombre de personnalités à très haut niveau, auprès desquelles je crois qu'un certain nombre de créateurs français
peuvent s'enrichir vraiment. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a des choses intéressantes qu'aux États-Unis. Je ne crois pas. Je crois qu'en Europe, je crois qu'au Japon et dans certains pays du tiers-monde, il y a également des créateurs extrêmement importants. Je crois qu'il faut détruire cette légende qu'il n'y a qu'aux États-Unis, ou que je pense qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des choses importantes. Une dernière Ces question, bourses François. leur permettront d'aller passer 6 mois ou 1 an Oui, dans ce sera quel variable. pays d'Amérique? Tous les pays du continent américain. Et ce sont eux qui choisiront l'endroit où ils iront? Non, pas du tout. C'est nous qui choisirons et l'endroit où ils vont et naturellement le candidat accepte. Bien, une dernière question, moi je voudrais la poser à Daniel Barenboim. Je crois que dans quelques jours vous allez donner le coup d'envoi ou l'acte de baptême d'un nouveau théâtre musical à Paris. Oui, du Châtelet. Le nouveau théâtre du Châtelet qui sera le théâtre musical de Paris, c'est ça? Oui. Et- C'est un théâtre avec une très grande tradition musicale. C'est un théâtre où beaucoup de choses se sont passées. D'ailleurs, beaucoup de Stravinsky ont été créés au Châtelet. Et j'espère, je souhaite que ça puisse avoir vraiment une nouvelle vie maintenant qu'il a été rénové. Et la réouverture du théâtre est donc le 20 octobre. C'est ça, avec un grand concert, l'orchestre sera dirigé par Daniel Barenboim. Ce sera quel orchestre? L'orchestre de Paris? L'orchestre de Paris. L'orchestre de Paris, donc votre orchestre traditionnel. Bien, il me Avec la reste... symphonie de Tom de Stravinsky, avec tous les accents en place. Stravinsky comme ça, au moins, dans ce temps, on sera content. Rendez-vous, France Roche, c'est celui de demain à 12h45 pour Antenne de Midi. Nous parlerons de la science-fiction, si je ne me trompe, Nous ce qu'on parlerons du appelle trou le noir. trou noir. Et nous en parlerons sous un aspect cinématographique et scientifique. Voilà, Michel Guy, merci. Merci d'être venu, Daniel Barenboim, Tola Tarp et Philippe Adrien. Merci d'avoir participé à cette émission. Prochain rendez-vous donc sur la science-fiction, le trou noir dans les galaxies, demain, 12h45. Bon après-midi, à demain.